Avec le confinement en France et même plus largement dans beaucoup d'universités du monde, on a dû passer de manière très brutale et dans l'urgence à un enseignement traditionnel en présentiel, à un enseignement virtuel. Et donc la question de savoir, la question qui se pose, pardon, c'est évidemment celle de savoir si on est au début d'une révolution dans ce domaine et de voir avec quelle pérennité en fait ce mouvement va se faire dans le futur. Alors si on prend le cas de la France, du système d'enseignement supérieur français, et si on regarde les choses de manière un petit peu globale et systémique, il me semble qu'il faut être assez prudent sur cette question en fait, de la révolution de l'enseignement virtuel. Pourquoi ? Bien d'abord parce que le développement du virtuel est lié aux modalités de financement de l'enseignement supérieur. Donc, dans des universités publiques qui sont majoritairement financées par l'État, par des budgets étatiques et par des droits d'inscription qui sont plafonnés, on peut penser que l'enseignement virtuel ne pourrait finalement offrir des opportunités économiques pour les universités assez limitées, c'est-à-dire qu'on ne pourrait concerner en fait que des publics finalement assez restreints, type formation continue, qui sont quand même assez minoritaires aujourd'hui encore dans les universités françaises. Et en outre, il me semble que les équipes dirigeantes des universités pourraient anticiper des coûts, à la fois humains et financiers, à la mise en œuvre de ces modalités d'enseignement. Et par conséquent, il n'est pas certain qu'ils y voient une réelle opportunité de développement de leurs ressources propres. La deuxième chose qui, à mon avis, constitue en tout cas un frein, si ce n'est pas forcément un obstacle, mais enfin un frein au déploiement massif de l'enseignement virtuel, c'est les obligations statutaires des enseignants-chercheurs telles qu'elles sont aujourd'hui. Les fameuses 192 heures d'enseignement pour les professeurs et maîtres de conférences des universités. Si on devait adopter largement des options d'enseignement virtuel, il faudrait se poser des questions de comment on compte les heures. Comment on prend en compte le suivi individuel des étudiants par les enseignants. Et je pense aussi que ça aurait des répercussions assez fondamentales pour les administrations universitaires parce que ça les obligerait à revoir, à refonder assez fondamentalement leurs normes de calcul, les procédures de contrôle des services, etc. Sans compter que ça créerait très certainement des disparités au sein même du corps des enseignants-chercheurs, ce qui n'est pas un moindre problème. La troisième raison sur le cas de la France, et c'est peut-être finalement la plus importante, c'est que la population étudiante des universités françaises est connue pour être très hétérogène, d'un point de vue de ses qualités académiques, de ses ressources économiques, de ses ressources sociales. Et ce qu'a révélé le confinement en France, c'est qu'on avait une population étudiante en fait très fragile. On a découvert l'isolement, la pauvreté, on a découvert la précarité numérique. Et ça a justifié aux yeux des enseignants-chercheurs, mais aussi plus largement des dirigeants universitaires, de maintenir à tout prix le contact avec ces étudiants et donc de plutôt privilégier le présentiel, en tout cas pour la rentrée 2020. Donc il est bien sûr trop tôt pour savoir dans quelle mesure cela va se pérenniser, mais quoi qu'il en soit, c'est l'option qui a été privilégiée en France en raison de cette vocation finalement sociale de l'université qui est très importante. En France, c'est certain, et même dans beaucoup d'universités du monde, le passage au confinement ou au lockdown, peu importe la manière dont on l'appelle, a été une surprise et a été assez brutal pour chacun d'entre nous. Donc chacun a dû réinventer, voire bricoler finalement des modalités d'enseignement pédagogique dans l'urgence. Et il me semble que ça a laissé finalement une certaine insatisfaction du côté des enseignants. Si je peux témoigner de ma position un peu personnelle, il se trouve que je rentre d'une année de visiting scholar à l'université de Columbia de New York. Et quand bien même donc, j'étais dans une grande université d'élite privée avec des moyens numériques très intéressants, j'ai participé avec un enseignant, un professeur de l'université de Columbia à un cours de master pour un public en formation continue. Et pour avoir échangé assez longuement avec ce professeur après le cours, j'ai découvert qu'il avait été
complètement désarçonné et qu'on avait, on avait dû abandonner au cours du deuxième semestre tout un tas de modalités pédagogiques de groupe qui étaient interactionnelles, etc. et que lui-même était extrêmement frustré de cette expérience. Et d'ailleurs, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à l'Université de Columbia, alors que les conditions sanitaires à New York, la ville de New York s'améliorent considérablement, Columbia essaye de revenir progressivement à des modes d'organisation en présentiel. Je dois dire que c'est un petit peu la question qui est au cœur du projet de recherche qu'avec Stéphanie Mignot-Gérard nous développons actuellement sur comment les universités ont-elles résisté ou géré cette crise du Covid. C'est vrai qu'on s'est fait la réflexion avec Stéphanie que finalement il y avait très peu de travaux sur les universités en crise, alors que quand même les universités peuvent être confrontées à des tas de crises politiques, des catastrophes naturelles, économiques, et il n'y a pas de travaux sur ces questions-là bizarrement. Et puis quand on regarde du côté des travaux sur la gestion organisationnelle des crises, on s'aperçoit que les travaux se concentrent très majoritairement sur les secteurs à risque, donc les centrales nucléaires, l'industrie de type Céveso, etc., ou bien sur les bureaucraties qui sont chargées de, alors quand je dis bureaucratie, c'est pas péjoratif, mais les administrations ou les processus qui sont chargés de gérer les crises, donc on va regarder comment on développe un plan Orsec, voilà, ce type de questions, mais rien sur, finalement, sur les universités, et en même temps des résultats qui incitent à regarder du côté des universités, parce que ces travaux un peu plus classiques sur la gestion organisationnelle des crises montre que ce sont les secteurs les moins bureaucratiques et les moins interdépendants d'un point de vue technologique qui sont les plus à même de résister aux crises. Or, les universités sont ce qu'on appelle des loosely coupled systems, des ensembles, des organisations où les interdépendances fonctionnelles sont relativement faibles. Donc, l'hypothèse qu'on avait, c'est qu'elles résistent mieux. Finalement, elles devraient mieux résister que les autres aux crises, et c'est ça qu'on avait envie de regarder. Donc, quel impact cela a-t-il sur la gouvernance? Comment ont-elles géré cette situation compliquée? Alors, c'est vrai que ça pose aussi très directement la question de leur autonomie. Et donc, dans le qui décide, la question c'est est-ce que finalement c'est le ministère ou le rectorat qui décide, ou est-ce que ce sont les établissements? Je crois, alors bien sûr c'est une question qui va être centrale dans les travaux qu'on va développer, mais je crois qu'il ne faut pas regarder uniquement cette question-là de manière un petit peu verticale et hiérarchique. Il faut aussi se poser la question de tous les réseaux qui traversent, qui transpercent ces universités et qui finalement font qu'elles ne sont jamais complètement autonomes, y compris quand on a des systèmes privés et des établissements extrêmement détachés de leur tutelle ou sans tutelle. Elles sont traversées par beaucoup de réseaux. Alors bien sûr, on pense tout de suite aux enseignants-chercheurs en disant mais finalement, ils sont à la fois membres de leur établissement et membres de leur discipline. Mais il n'y a pas que les enseignants-chercheurs qui sont pris dans des réseaux un peu transversaux. Et il nous semble que ces réseaux transversaux, les associations de VP formation, les associations de VP recherche, les associations de directeurs généraux des TGS, oui, directeurs généraux des services, les associations, enfin l'association des présidents d'université, la CPU, ont aussi mobilisé des forces. Et ce qui nous intéresse, c'est de regarder effectivement comment ils ont travaillé ensemble. Est-ce qu'il y a des solutions qui ont diffusé à travers ces réseaux-là, qui ont pu être adoptés au niveau local, indépendamment du niveau ministériel. Donc c'est toute cette complexité des prises de décision qui, me semble-t-il, est vraiment centrale et qu'il va falloir regarder sur cette période. Alors, par rapport à la question de l'autonomie, bien évidemment, encore une fois, elle est tout à fait centrale, mais je crois que ce n'est pas la seule question aussi qu'on peut poser. Il nous semble qu'en termes de gouvernance interne des établissements, on doit se poser la question de la centralisation, recentralisation, décentralisation des décisions au sein des établissements. Dans une enquête qu'on avait menée en 2011 avec Stéphanie Mignot-Gérard, avec Stéphanie Châtelain-Ponroy et avec Samuel Sponem, on avait constaté, après la mise en place de la LRU, et encore plus, je dirais, après la mise en place des responsabilités et compétences élargies qui ont vu la masse salariale confiée aux universités et des budgets de ce fait devenir beaucoup plus importants à gérer du côté des universités, on avait constaté une très forte centralisation, une plus forte centralisation des modes de fonctionnement internes. Et on se pose vraiment la question de savoir si cette crise n'a pas en fait remis en question cette centralisation et amené à beaucoup plus décentraliser quand on est submergé par le
nombre de choses qu'on doit gérer, est-ce que finalement on ne va pas décentraliser beaucoup plus ces décisions? Ça pose aussi la question de la coordination interne aux universités. A priori, c'est une question qui est difficile pour les systèmes faiblement liés, pour les loosely coupled systems. Est-ce que dans des périodes de crise, en fait, les coordinations ne se font pas mieux que dans la période dite normale? Voilà, c'est une question qu'on va essayer de regarder. Et puis, la question des rapports de force en interne. Voit-on des composantes prendre de l'ascendant pendant cette période de crise? Dans les universités qui ont des CHU, et donc avec des gens qui sont très concernés par les questions du Covid et par les malades, est-ce que les CHU, dans ce cas-là, ont pu imposer leur façon de voir, ont eu un rôle particulier? Est-ce que dans les services centraux, certains services qui n'étaient pas très prioritaires avant le Covid sont devenus beaucoup plus importants? On peut penser par exemple aux services qui s'occupent de pédagogie quand ils existent dans les universités. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu des reconfigurations internes? Et ces questions-là, je crois qu'on ne peut pas se les poser de manière générale, mais qu'il faut les regarder aux différentes phases de la crise. Pendant le premier confinement, puisque manifestement un second confinement nous attend, au moment de la sortie, de la reprise d'activité, donc sur mai-juin, et puis à la rentrée. Donc la temporalité nous semble très importante à prendre en compte pour regarder toutes ces questions. Et la grande chance que l'on a, alors ce qui n'est pas une chance malheureusement pour nous en tant que citoyens, en tant qu'enseignants-chercheurs et bien sûr pour les étudiants, c'est que cela touche toutes les universités françaises et donc on va pouvoir comparer différentes situations et différents établissements, ce qui est aussi rarement le cas quand on étudie des crises. Souvent, c'est très ponctuel et très centré. Là, on va pouvoir comparer et on va faire une enquête, normalement au mois de janvier, dans 4 établissements, dans 4 universités et dans une grande école. Les universités qui ont un business model fondé sur des droits d'inscription élevés, et sur l'attractivité, une grande attractivité internationale et donc des flux d'étudiants étrangers sont évidemment très fortement impactés par la crise du Covid. Et parce qu'elles anticipaient une réduction de ces flux d'étudiants étrangers, elles ont probablement davantage anticipé que des universités publiques plus nationales ou plus territoriales une baisse d'effectifs, et elles ont vraisemblablement dû adapter leur mode d'enseignement, aussi parce qu'elles avaient certainement une maturité numérique plus importante, et donc développer davantage la mise en place des enseignements purement virtuels afin de conserver les inscriptions de ces étudiants qui n'ont pu circuler parce qu'ils étaient bloqués à leurs frontières, par exemple. Bon. Ou parce qu'ils avaient peur de venir se déplacer dans un pays étranger. D'ailleurs, à ce propos, certains experts américains, je pense notamment à Scott Galloway, qui est professeur de marketing à New York University. Alors lui, il parle du cas, évidemment, des universités d'élite privées américaines qui reposent sur des tuition fees, donc des droits d'inscription très élevés. Et il anticipe que ces universités, pour attirer de nouveaux publics et maintenir leur budget à flot, vont développer de manière extrêmement massive des enseignements virtuels et vont devenir ce qu'il appelle des cyborg universities en s'associant avec les très grandes compagnies multinationales du numérique. Bon. Je pense que ces prévisions, il faut être extrêmement prudent vis-à-vis de ces prévisions. C'est extrêmement difficile de prévoir l'avenir et on pourra démontrer les prévisions de Scott Galloway que dans de nombreuses années. Et surtout que les travaux de sociologie sur la gestion des crises montrent que bien souvent, quand les crises s'arrêtent, il y a un retour à la normale. Donc, si la crise devait durer, si cette crise du Covid devait durer, il est possible, mais ce n'est qu'une hypothèse à l'heure actuelle, il est possible qu'un certain nombre de pratiques innovantes soient institutionnalisées. Mais si on découvre un vaccin ou des traitements efficaces au début de l'année 2021, il est vraisemblable qu'on revienne à la normale, en quelque sorte. Bon. Voilà, alors, si, là je parlais en fait des universités privées américaines qui reposent sur les tuition fees,
Il est certain que des universités dans certains pays, comme effectivement l'Angleterre ou l'Australie, mais même des écoles de gestion françaises qui ont des droits d'inscription élevés et qui attirent de nombreux étudiants étrangers, vont être percutées de plein fouet par cette crise du Covid. Donc, évidemment, elle risque d'avoir des budgets grevés par la baisse de ces inscriptions. Et au-delà de ça, des flux d'étudiants internationaux peut-être moins nombreux. Et si la crise devait durer, ça pourrait aussi impacter leur business model, puisque les étudiants nationaux qu'elles pourraient accueillir à long terme pourraient être des publics plus divers, avec des moyens financiers plus modérés, donc par exemple plus de boursiers dans leurs effectifs. Et donc, il est effectivement vraisemblable que ces types d'établissements, avec ces modes de financement, soient extrêmement perturbés par cette crise. Alors les effets sont évidemment différents de ceux que Stéphanie vient d'évoquer pour les universités qui accueillent beaucoup d'étudiants internationaux avec des droits d'inscription élevés. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a aucun effet. Bien évidemment, ne pas avoir d'étudiants étrangers, c'est perdre en circulation des idées, en diffusion des connaissances, et voire en rayonnement de la France, puisqu'on peut toujours supposer que les étudiants étrangers ensuite retournent dans leur pays et vantent le système français. Mais ça veut dire aussi, pour certaines formations, des menaces qui pèsent sur l'ouverture de certaines formations qui ont énormément recours à des étudiants étrangers, faute d'avoir des étudiants français. Donc on peut se demander si à terme ça ne va pas entraîner la fermeture de certaines formations. Alors l'incidence budgétaire est moins forte bien évidemment que pour les pays où on a des droits d'inscription élevés pour les étudiants étrangers et en particulier pour les non-européens, mais ça ne veut pas dire pour autant que le Covid n'a pas d'impact budgétaire sur les universités françaises. Et cet impact budgétaire, il est lié à différents éléments. D'une part, on voit bien que les établissements actuellement peuvent être confrontés à des problèmes d'équipement de leurs bâtiments de manière à pouvoir respecter les normes sanitaires, tout simplement l'aération par exemple des salles qui n'étaient pas nécessairement prévues. Je parle de l'aération non pas en ouvrant les fenêtres, mais l'aération automatique des salles. Ou bien évidemment l'équipement en audiovisuel et en dispositif numérique qui coûte très très cher et qui prend du temps à être installé même quand on en a les moyens. Et puis Stéphanie l'évoquait précédemment, il y a aussi la question de la fracture numérique qui a été un problème je pense pour beaucoup d'universités lors du premier confinement, à la fois du côté des personnels. Certaines universités, mais pas très nombreuses, avaient déjà passé des conventions de télétravail et donc avaient des personnels qui disposaient d'ordinateurs portables, de casques, etc. pour travailler chez eux. Mais beaucoup d'universités n'avaient pas ce type de convention, donc des personnels qui n'étaient pas nécessairement équipés en ordinateur et qui n'étaient pas nécessairement dans des habitats avec des réseaux Wi-Fi merveilleux. On le voit bien, enfin, on est tous sur Zoom en ce moment et on voit bien que parfois les connexions ne sont pas excellentes. Et puis du côté des étudiants, bien évidemment, quand on fait cours à distance, ce que j'ai fait aussi, on voit bien que certains étudiants suivent le cours sur leur portable, on le voit parce que le petit cadran n'est pas du tout le même que pour les autres, qu'il y a des problèmes de connexion qui sont parfois répétés pour certains. Donc on voit bien qu'il y a des étudiants qui n'étaient pas équipés ou qui n'étaient pas dans des lieux qui recevaient le Wi-Fi. Enfin même les logements du Crous ne reçoivent pas toujours le Wi-Fi. Donc voilà, et ça, il a fallu y surseoir et c'était quand même extrêmement compliqué et ça va rester compliqué et coûter de l'argent dans les mois à venir. Alors bien sûr, tout ça est une affaire de négociation entre les établissements, le ministère et les Crous, mais il n'empêche que les établissements sont préoccupés par ces questions-là. Et puis se pose la question aussi de la scolarité d'étudiants qui ne pouvaient venir à l'université qu'à condition de travailler en plus de leurs études. Et certains, enfin beaucoup, ont perdu leur job d'étudiants à cause de la crise. Donc comment vont-ils pouvoir continuer à venir à l'université? Comment faire pour les accompagner de manière à ce qu'ils puissent continuer à être étudiants? On s'attend aussi à ce qu'il y ait des reports ou voire
l'abandon des contrats qui sont passés entre les entreprises et les universités. Là, ça concerne plutôt la recherche, mais bien évidemment, voilà, on sait très bien que certaines choses vont être remises en question ou bien vont être décalées dans le temps. Donc il y a beaucoup d'issues budgétaires ou de questions budgétaires qui sont actuellement en débat. Et puis, dernier point qui n'est pas le moindre, c'est le fait qu'il y ait beaucoup plus de primo-entrants cette année du fait des résultats du bac et que les universités doivent les accompagner, doivent les accueillir dans une période qui est quand même très compliquée. Il me semble qu'on n'a pas demandé le même effort du côté des grandes écoles, qu'on ne leur a pas demandé tellement d'augmenter leurs effectifs et c'est un petit peu dommage, encore une fois, demander aux universités uniquement de faire cet effort considérable.